Donc, bienvenue à tous. Je vous partage mon écran. J'espère que c'est fonctionnel. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me le dire. Donc, c'est un webinaire qui est organisé par Cap Construction en collaboration donc ce jour avec le Belgian Green Building Council et Athénor et qui va vous parler de la taxonomie européenne pour répondre donc à ces grandes questions qui certainement vous taraudent. Pour vous donner une idée du programme de ce matin, je vais présenter brièvement le cluster Cap Construction et puis nous laisserons la parole à Gilles Van Velsem du Belgian Green Building Council qui présentera son guide sur la taxonomie, la guidance. Et puis on cédera la parole à Alice Herman d'Athénor qui vous présentera le côté plutôt concret de la chose et l'application de la taxonomie dans les projets. Et puis, je vous propose d'aborder les questions et réponses à la toute fin de ce webinaire, après les deux présentations, de sorte à ce que à la fois Gilles et Alice puissent répondre. Alors, donc, comme je vous le proposais, je propose de faire une petite introduction de qui est Cap Construction. Donc, moi, enchantée, je suis Justine Coucharière, je suis chargée de projets européens et wallons au sein du cluster, qui, comme vous le voyez, est un cluster wallon. Donc en fait, notre cluster, il a été créé en 2008 et il a à vocation de rassembler l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Donc il a été créé sous l'impulsion des différentes fédérations métiers pour instaurer davantage de dialogue. Donc vous allez le voir, Cap Construction en fait est une interface qui rassemble à la fois les auteurs de projets, donc à savoir les architectes et bureaux d'études, représentés par la fédération professionnelle, donc UA, l'Union Wallonne des architectes. Nous rassemblons également ce qu'on appelle le pilier constructeur avec les entrepreneurs et installateurs et la fédération métier MBuild. Nous rassemblons également les producteurs et fabricants de matériaux et de solutions, producteurs d'équipements, donc avec la fédération BMP-PMC. Et alors, nous rassemblons également donc, tous les acteurs de l'immobilier en promotion, gestion et transactions immobilières avec la fédération de l'UPSI. Et alors, à ne pas oublier, nous représentons également des membres adhérents, à savoir les autres fédérations, associations du secteur, de la recherche, de la formation, et aussi les donneurs d'ordre publics qui sont fréquemment donc, en contact avec l'autre côté de la chaîne de valeur. Alors, nos actions en tant que cluster, nous avons un rôle en fait d'animation économique, de la construction et de l'immobilier. Notre mission, c'est de connecter les acteurs, de renforcer les collaborations et de les accompagner en tant qu'acteurs dans leur transition économique, digitale et environnementale, avec un axe stratégique transversal qui est finalement de favoriser des opportunités de business pour tout un chacun. Alors, comme vous le voyez, nous travaillons au quotidien sur ces grandes thématiques et sur des enjeux très concrets, notamment donc la rénovation globale, l'économie circulaire, la construction hors site, ou encore la digitalisation des projets et l'accès à un logement de qualité pour tous. Alors, aujourd'hui, la taxonomie européenne, elle s'impose comme un sujet incontournable aussi pour tous ces enjeux parce que elle ne se limite pas à un cadre réglementaire, elle redéfinit vraiment en profondeur la manière dont les projets sont conçus, évalués et financés. Et elle introduit des critères communs pour définir ce qu'est réellement un projet durable. Et donc pour nos membres, cela soulève des questions concrètes, comme on peut le voir ici. Comment traduire ces exigences dans un projet, comment mobiliser les équipes et comment éviter que cela devienne une contrainte supplémentaire plutôt qu'un levier. Et c'est précisément pour ça que nous nous emparons du sujet au sein du cluster, puisque on essaye d'anticiper les évolutions et de les décrypter et d'aider tous les acteurs à passer d'un cas théorique à des applications concrètes. Et donc aujourd'hui, je vais laisser la parole à donc, nos deux experts du jour, Gilles Van Volsem et puis Alice Herman d'Athénor. Donc Gilles, je te passe la main pour ta présentation en arrêtant mon partage d'écran. Et donc, comme je le disais, je vous invite tous à bien couper vos micros et vos caméras pour éviter de prendre trop de bandes passantes. Et n'hésitez pas donc à adresser toutes vos questions à la fin de ce webinaire. Gilles, je te passe la parole.
Merci beaucoup, Justine. Bonjour à tous. Je m'appelle Gilles Van Volsem. Je suis le directeur du Belgian Green Building Council. Alors, je vais rapidement vous présenter l'association que j'ai le plaisir de diriger. Donc, à l'image de Cap Construction, on est aussi, donc nous sommes une association belge, une ASBL belge, qui regroupe différents acteurs du secteur. Alors, on regarde très large dans la chaîne de valeur, hein, aussi comme chez Cap Construction. On a aussi la chance d'avoir des acteurs financiers comme ING et Febelfin qui font partie du réseau et des académiques. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 100 membres qui nous accompagnent, non pas sur le pourquoi il faut aller dans le bâtiment durable, mais plutôt comment ensemble on peut être plus efficace. Si on s'appelle Green Building Council, c'est qu'on fait partie d'un réseau qui existe depuis plus d'une quinzaine d'années, qui est chapeauté par le World Green Building Council. Et donc, il y a un conseil par pays dans 80 pays du monde. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que 25 pays d'Europe sont représentés et coordonnés par une équipe de 5 personnes qui travaillent à faciliter la collaboration entre pays et faciliter les discussions avec les instances européennes. Et donc, c'est cette collaboration dont nous pouvons bénéficier pour la Belgique, surtout dans un contexte où il y a énormément de directives européennes qui viennent toucher le secteur de la construction. Donc, on fait partie de ce réseau, mais chaque Green Building Council reste autonome dans son plan d'action. Et donc, nous, notre plan d'action est défini en réponse aux besoins de nos membres. Notre vision, c'est accélérer la transition en Belgique. Donc, en gros, comment ensemble être plus efficace, d'une part, et d'autre part, de faire reconnaître nos compétences belges, l'expertise, l'exemplarité de nos bâtiments à travers l'Europe et à travers le monde. Ce sont nos deux missions. Alors, un des premiers éléments sur lesquels on a travaillé cette année, c'est de faire une guidance belge sur la taxonomie européenne. Ça, c'était un besoin prioritaire qui avait été exprimé par nos membres. Alors, peut-être avant de plonger dans le vif du sujet, vous remettre dans le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est celui du Green Deal, où au fond, le Green Deal avait pour objectif donc de viser à une décarbonation de l'Europe à 2050. Et comment y arriver? C'est en redirigeant les capitaux vers des activités vertueuses. Donc ça, c'est vraiment la stratégie du Green Deal. Donc c'est d'utiliser les capitaux existants et de le rediriger vers ces activités vertueuses. Donc ça, c'est dans la théorie. Donc on imagine bien deux voies bien distinctes. Mais dans la pratique, on se rend compte que c'est pas si évident pour ceux qui doivent, pour les acteurs de la finance, de savoir exactement quelle voie prendre. On parle souvent de greenwashing et donc de difficultés à identifier quelles sont réellement les activités vertueuses. Et donc, pour répondre à ce problème, la Commission européenne et donc la partie, donc la DG FISMA, donc qui s'occupe de la partie financière, a défini une taxonomie. Donc, c'est-à-dire, bon, alors c'est un mot un peu pompeux qu'on utilise assez peu dans la langue française, mais en gros, c'est une catégorisation d'activités qui peuvent être considérées comme durables. Et donc, vous voyez ici dans le cadre en bas à droite, la liste des secteurs qui sont concernés, donc comme étant éligibles pour être considérés comme durables. Donc ça, c'est la première chose, la première question à se poser, et c'est est-ce que mon activité est éligible? Et donc, voilà, dans notre contexte, l'activité de construction et l'activité immobilière, c'est une chance, est considérée comme éligible. Alors, la suite, c'est que il va falloir aller plus dans le détail sur ces questions-là. Or, qu'est-ce qu'on a pu voir ces dernières années? C'est que sur ces obligations, ce n'est pas toujours évident pour une banque ou pour un acteur financier d'y voir clair. Et on voit que les premières sanctions commencent à tomber pour les banques. Et donc, il y a une réelle demande des banques de
de pouvoir simplifier la relation, de pouvoir mieux comprendre l'objet de leurs investissements. Alors, le souci qu'on rencontre aujourd'hui, c'est quand on parle de bâtiments durables, c'est qu'on parle des langages différents. Vous avez le côté gauche de l'écran toutes les références auxquelles qu'on va retrouver dans le secteur de l'immobilier, Bréham, LEED, Totem, Le Grèce, Bepra. On a même, au sein même du secteur, on a tout un tas de références différentes et c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Mais il faut savoir que du côté financier aussi, ils ont des cadres de référence qui sont parfois différents et avec parfois des initiatives d'acteurs financiers qui viennent complexifier les choses. Et donc, il y avait un réel besoin de trouver un langage commun. Et la taxonomie vient apporter un cadre qu'on peut utiliser comme référence commune, aussi bien pour le secteur financier que pour le secteur de la construction et de l'immobilier. Alors, il faut bien comprendre que la taxonomie, alors dans ses principes, ça va au-delà du CO2. L'Europe a défini 6 objectifs, ce sont les 6 icônes que vous voyez en haut à gauche, qui sont, alors on aurait pu aller beaucoup plus loin dans les thématiques à aborder, mais l'Europe a décidé, voilà, d'ici à 2050, on a 6 priorités par rapport à notre contexte européen sur lesquelles on va devoir travailler. Donc, on a l'adaptation au changement climatique, on a la réduction de notre impact sur le changement climatique, l'eau, la circularité, la pollution, la biodiversité. Et qu'est-ce que la taxonomie vient dire? C'est que pour pouvoir être conforme à la taxonomie, il faut faire une contribution substantielle sur un de ces 6 objectifs, tout en ne portant pas préjudice aux 5 autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du shopping dans ce qui nous intéresse le plus et dire « Ah, mon bâtiment est durable parce qu'il a une bonne prestation énergétique ». Non, il faut répondre également en même temps. Il faut dire « Oui, il a une bonne performance énergétique » et en même temps, il ne porte pas préjudice par rapport à la biodiversité, la circularité, etc. Donc ça, c'est la philosophie ce sont les principes derrière la taxonomie. Et donc aujourd'hui, quelle est l'obligation derrière la taxonomie? Les institutions financières sont obligées d'utiliser la taxonomie dans leur reporting. Et donc, c'est uniquement dans un contexte de reporting. C'est bien important de comprendre ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés d'être bons, mais ils sont obligés d'être transparents. Et bien entendu, à partir du moment où on commence à être transparent sur les aspects de durabilité, évidemment, les instances financières vont vouloir s'améliorer. La taxonomie, du coup, peut être utilisée aussi comme moyen pour définir un bâtiment durable. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Sachant que les instances financières l'utilisent pour le reporting, ils se disent, ben, tant qu'à faire, moi je vais l'utiliser aussi dans la définition, dans l'octroi de crédit ou dans tout type d'application où je vais devoir définir un bâtiment comme durable. Je vais faire d'une pierre deux coups. Et c'est d'ailleurs ce que fait Belfin a recommandé à ses membres, c'est d'utiliser les critères de la taxonomie de reporting, les critères de la taxonomie au-delà de leurs seules obligations de reporting. Pourquoi? Ben parce que la liste des critères est définie, c'est une liste qui est européenne, et ça permet aux banques de ne pas devoir inventer des critères techniques. Ce n'est pas vraiment leur métier non plus. Et on a déjà connu ces dernières années, voilà, vous avez peut-être reçu des listes de critères techniques de vos banques et en fonction de la banque à laquelle on va s'adresser, on va avoir une liste différente. Et donc finalement, on n'est pas très efficace parce que si vous devez adapter votre projet aux critères de la banque, voilà, on s'y perd, on n'est pas très efficace. Et donc, l'invitation, c'est de dire aux banques, aux acteurs financiers, mais utilisez ces critères aussi dans le financement, mais on peut aussi l'utiliser si vous êtes promoteur dans la commercialisation d'un actif. Si vous êtes une instance publique, pourquoi pas l'utiliser dans un mécanisme de soutien ou de subside par rapport à ça. Donc,
la taxonomie peut être vue comme une référence qui est disponible gratuitement, qui a été définie au niveau européen et auquel on peut se référer pour tout un tas d'applications qui a besoin d'objectiver le côté durable d'un bâtiment. Alors, juste vous expliquer dans son fonctionnement, donc la taxonomie a défini différents secteurs et au sein de ces secteurs, différentes activités. Et donc, pour ce qui nous concerne, sur la construction et l'immobilier, il y a 7 activités qui peuvent être considérées comme durables selon la taxonomie. Donc, les 3 les plus évidentes sont la construction de nouveaux bâtiments, la rénovation de bâtiments et l'acquisition et l'exploitation des bâtiments. Il y a aussi d'autres activités, hein, vous voyez entre 3 et 6, qui sont beaucoup plus précises et qui, elles, voilà, peuvent aussi être considérées comme durables. Notre guidance ne s'est pas arrêtée là-dessus parce que les critères techniques qui se retrouvent derrière sont assez évidents et donc il n'y avait pas besoin de faire une guidance. Alors, élément important, tout à l'heure je vous expliquais, donc il y a les 6 objectifs de l'Europe et la taxonomie va au fond être définie, va proposer plusieurs variantes en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, derrière chaque activité, on va avoir une liste de critères techniques, donc un cahier des charges si vous voulez, qui sont regroupés par variante et les variantes, c'est ce qu'on appelle les contributions substantielles. Donc, c'est un peu dans le jargon de la taxonomie, mais ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que, par exemple, vous allez pouvoir faire une activité de nouvelle construction qui contribue de manière substantielle à l'atténuation du changement climatique. C'est-à-dire que dans ce cahier des charges-là, dans cette variante-là, on va surtout mettre l'accent sur les émissions de CO2. Par contre, vous pourriez avoir une activité de rénovation qui, elle, contribue de manière substantielle à l'économie circulaire, c'est-à-dire où on va mettre surtout l'accent sur les matériaux. Et donc, dans chacune de ces variantes, on va retrouver des critères sur les 6 thématiques, mais avec chaque fois un accent qui va être mis sur une thématique par rapport aux autres. Voilà. Ils ont essayé de faire simple, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs variantes, en fait, pour être alignées à la taxonomie. Alors, pourquoi est-ce qu'on a dû faire une guidance? C'est que, étant donné qu'ils ont fait l'exercice au niveau européen, il y a des exigences qui sont peu claires, qui n'ont pas été assez loin dans quels sont les documents probants à utiliser et à quel stade aussi du projet va-t-on pouvoir donner des preuves. Et puis, cette taxonomie laissait place aussi à différentes interprétations selon les acteurs, donc vous savez, promoteurs, banques, ingénieurs, auditeurs. Et donc, voilà, ça entraînait des incohérences, une charge administrative et donc un risque de greenwashing. Donc, c'est ça qui nous a poussé à faire cette guidance. Alors, cette guidance, elle se trouve sur notre site web. Donc, ça a été développé par nos membres de manière collective sur base de leur expertise et de leur retour de terrain. On n'est pas parti d'une feuille blanche, étant donné qu'on fait partie de ce réseau de World Green Building Council. On a pu se baser sur un exercice similaire qui avait été fait en Espagne, en Hollande et en Allemagne. Voilà, c'est un travail qui a été fait par les membres du Green Building Council, mais pour tous les acteurs belges ou étrangers. Donc, c'est disponible gratuitement sur notre site. C'est un peu la philosophie du Green Building Council. On travaille ensemble avec les membres, mais pour tous. Alors, si vous cliquez sur le lien et vous recevrez la présentation avec le lien, juste pour vous expliquer en 2 mots comment ça se présente, vous arrivez sur une page comme ceci où on a essayé de vous faciliter la navigation dans les critères techniques. Donc, vous allez avoir une première question où vous faites le choix de l'activité, donc c'est-à-dire est-ce que je suis sur une nouvelle construction, une rénovation ou une acquisition. Ça, c'est assez simple. Et puis, la deuxième question, donc sur la contribution substantielle, donc ce que je vous expliquais, quelle variante je vais aller chercher pour mon projet. Et donc là, vous avez le choix entre ces différentes variantes.
Et puis, étant donné qu'on est en Belgique et que les réglementations sont régionalisées, eh bien, il va falloir sélectionner la région parce que notre guidance va être évidemment adaptée en fonction de la réglementation de la région dans laquelle vous vous trouvez. Alors, dès que vous avez fait cette sélection, eh bien, vous allez avoir les critères qui sont regroupés par thématique. Et donc, vous retrouvez les 6 thématiques, les 6 objectifs de l'Europe qui se retrouvent là. Et alors, si vous cliquez sur sous chacune de ces sous-thématiques, vous allez avoir tout ce texte qui va se dérouler. Alors, ce texte se présente toujours de la même manière. Vous allez, pour chacun des critères techniques, avoir la copie officielle du texte, donc tel qu'il a été, donc sans le modifier, tel qu'il vient de l'Europe. En dessous, on explique les exigences de programmation. Donc, c'est-à-dire qu'on va partir du texte officiel qui n'est pas toujours très clair ou qui fait référence à d'autres directives, etc., dans un langage qui peut être compris par votre équipe technique dans le contexte belge, hein, ouais, même dans le contexte régional. Donc ça, c'est important. Le premier élément, c'est le cahier des charges pour votre équipe technique. Donc en gros, qu'est-ce qu'on attend de vous, hein, d'expérience? Si vous donnez le texte officiel à votre architecte ou votre ingénieur, il va froncer les sourcils. Il va vous dire, oui, mais dis-moi clairement ce que tu attends de moi. Et donc c'est ça qu'on a voulu traduire ici, dans un langage compréhensible par tous, en utilisant notre jargon belge, ce qui est attendu. Et puis ensuite, on a précisé aussi quels étaient les documents justificatifs. Donc, en essayant de ne pas réinventer des documents, hein, éviter de créer de la paperasse pour rien, mais plutôt, voilà, par rapport à tel critère, ben, le document probant pour une personne externe, que ce soit un auditeur qui doit vérifier que votre projet est bien aligné, ou par un client, ou par votre banquier qui souhaite vérifier que vous avez effectivement bien répondu aux exigences, ben, on a défini, voilà, quels documents il faut fournir. Soit ce sont des documents existants, je prends par exemple votre permis d'environnement, où il y a des éléments qui se retrouvent sur le certificat PEB, des éléments qui peuvent se retrouver dans un cahier des charges, dans un contrat, etc. Donc on a essayé de récupérer un maximum de documents existants et on les a catégorisés en 2 étapes parce que quand on va demander, on peut utiliser la taxonomie pour demander un financement. Et donc, évidemment, au moment où vous demandez votre financement, vous êtes encore dans la phase de conception d'un projet. Et donc, les documents ne sont pas les mêmes. Donc, si je prends le certificat, je prends par exemple un des critères, c'est de faire un test d'étanchéité à l'air. Bien entendu, au moment de la conception, vous n'avez pas la preuve que ce test a été vérifié, mais par contre, vous pouvez montrer dans votre contrat avec l'entreprise générale que c'est bien prévu. Et donc, ce contrat est bien une preuve qu'on va pouvoir utiliser. Et donc, on a chaque fois distingué quelles sont les preuves pour la validation, donc c'est-à-dire pour démontrer que l'activité sera alignée sur les critères techniques, donc répondra à ce critère technique. Et puis la preuve en fin de projet à la réception de vérification. Hein, donc, où là, pour reprendre l'exemple du test d'étanchéité à l'air, j'ai le résultat du test qui va être probant. Et donc, pour conclure, notre guidance, au fond, qu'est-ce qu'elle vient apporter? Tout d'abord, elle vient apporter une interprétation claire et opérationnelle. C'est-à-dire qu'on invite maintenant les consultants, les auditeurs à utiliser cette guidance. Ça leur permet d'aligner leur disclaimer qu'ils pouvaient déjà faire, où chacun y allait un peu de son interprétation. Donc, ici, au moins, on a une interprétation commune qui est adaptée au projet immobilier, donc c'est-à-dire ce qu'on apprécie sont les principes de la taxonomie où on a un cahier des charges qui est adapté en fonction d'une construction neuve, d'une rénovation, d'une acquisition. On a ces différentes variantes, donc ça a été bien pensé
mais on la rend beaucoup plus pragmatique et surtout plus appliquée à notre contexte belge. C'est en lien avec la réglementation belge, donc c'est-à-dire qu'on fait un maximum référence aux réglementations régionales pour ne pas réinventer la roue, et puis surtout pour s'assurer que quand il y a des nouvelles réglementations, ce soit adapté en fonction pour ne pas rajouter une couche. Et puis enfin, on a mis en place un comité donc de membres du Green Building Council, donc qui sont des experts, donc des entreprises qui sont soit des utilisateurs de la taxonomie, soit des experts sur le sujet, consultants, auditeurs et banquiers, pour continuer à faire vivre notre outil. C'est-à-dire que si vous avez des commentaires sur notre guidance, si ce n'est pas clair, n'hésitez surtout pas à nous en faire part. Le but, c'est que ce soit un outil pratique. Et puis, on va le faire évoluer par rapport au... On sait que la taxonomie va continuer et est en train d'être modifiée. On attend des modifications fin de l'année. Il y aura une évolution aussi au niveau des réglementations en Belgique. Et donc, on s'est engagé avec ce comité à faire vivre notre guidance. Et donc, voilà, on la laisse sur notre site web, mais on publiera chaque fois une version à jour. Et donc, pour voilà, les bénéfices d'utiliser ceci, alors d'une part, moi, je vous invite à utiliser la taxonomie parce que pour être régulièrement en contact avec l'Europe, j'entends que beaucoup de ces critères sont réutilisés dans d'autres réglementations à venir. Et donc, il y a un lien avec la directive PBD, il y a un lien avec toutes les directives liées au reporting, etc. Et donc, voilà, par rapport à toutes les réglementations qui vont arriver, la taxonomie, au fond, vous invite à anticiper ces réglementations. Enfin, par rapport à l'EPBD, il y a des critères qui vont être retirés de la taxonomie parce qu'ils vont être obligatoires. Et donc, ça n'a plus vraiment de sens d'en faire un critère d'exemplarité. Je vous invite aussi à l'utiliser, et je termine avec ça, pour accéder au financement. Donc, sachez que les banques, même si aujourd'hui ne l'utilisent pas, mais sont poussées à l'utiliser. Et donc, c'est un bon support de discussion avec les banques. Et donc, voilà, à terme aussi sur la valorisation, la commercialisation des projets, ça va être de plus en plus utilisé. Voilà pour ma part. Je vais laisser la parole à Alice qui va vous expliquer concrètement comment ils utilisent la taxonomie chez Athénor et je prendrai vos questions alors à la fin, comme Justine le proposait. Merci pour votre attention. Merci Gilles. Je vais partager ma présentation en effet. Pendant que la présentation se charge, peut-être faites-moi signe si vous la voyez bien. C'est bon? Ok, super. On la voit bien. Merci à Cap Construction pour cette invitation, ainsi qu'à Gilles pour cette présentation qui a permis de vraiment bien poser le cadre et les grandes lignes de la taxonomie européenne. Donc moi, je suis Alice Herman, je suis Sustainability Manager au sein d'Athénor et je travaille plus particulièrement dans le pôle Archilab, qui est en quelque sorte le pôle de recherche et développement d'Athénor. Alors, aujourd'hui, je vous propose de partager notre retour d'expérience sur la manière dont nous abordons la taxonomie européenne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose quelques mots sur Athénor. Donc, nous sommes une société de développement immobilier fondée en 1994 et active aujourd'hui à travers 10 pays en Europe. Nous travaillons systématiquement avec des équipes locales et 75% de nos projets en mètres carrés sont situés hors Belgique. Nos activités et notre chaîne de valeur peuvent à peu de choses près se résumer par le schéma qui est affiché ici. Nous acquérons des biens existants ou bien plus rarement des terrains et les redéveloppons jusqu'à la mise en location puis la vente. Nous ne gardons pas de biens en portefeuille, nous n'avons donc pas d'activité d'asset manager. Alors, comme j'ai dit dans l'introduction, je travaille pour donc, le pôle Archilab.
qui est en quelque sorte le co-garant de la qualité environnementale de nos projets. Donc, qu'ils soient situés au Portugal, en France, en Belgique ou en Pologne, nous avons une stratégie de durabilité qui est commune et nous l'appliquons avec la même rigueur, peu importe la localisation du projet. Et l'initiative d'inclure l'alignement à la taxonomie en fait dans notre stratégie globale est née justement de ce pôle il y a maintenant environ 5 ans. Je vous propose ici juste quelques illustrations de projets sur lesquels on est actuellement occupé. Par exemple, ici, un projet mixte situé à Bruxelles d'environ 150 000 m², avec des équipements, des bureaux, des logements, dont une certaine partie seront des logements abordables. Et les projets là que j'ai rapidement montrés ont évidemment plusieurs points communs, dont le fait notamment d'être majoritairement situés en zone urbaine. Et nous le verrons plus tard, c'est un critère qui rentre en fait en jeu dans la taxonomie. Et donc, sans transition, pourquoi Athénor a décidé d'aligner ses projets et son portfolio aux critères de la taxonomie? Bien, comme Gilles l'a déjà expliqué, pour comprendre vraiment l'intérêt de la taxonomie dans le secteur du développement, il est nécessaire de comprendre le contexte dans lequel il s'inscrit. Et ce contexte, je ne vais pas revenir en détail dessus, mais clairement, le point de départ, c'est le Green Deal. Donc, où un des objectifs est de faire, comme l'a dit Gilles, de l'Union européenne le premier continent climatiquement neutre d'ici 2050, en transformant son économie pour qu'elle soit durable, compétitive et socialement juste. Et donc, en tant que développeur, Athénor a rapidement compris que nous avions un rôle, des responsabilités et du travail pour pouvoir répondre à ces critères. Et alors pourquoi les intégrer? Ça peut en fait se résumer de manière assez simple et directe, mais si nous ne les intégrons pas, notre activité est tout simplement mise en péril sur le long terme. Alors, nous verrons tout au long de la présentation comment nous répondons à ces risques finalement et pourquoi je pense qu'un des premiers arguments se situe donc vraiment au début de la chaîne de valeur, de la chaîne de création de valeur qui était le petit schéma en début de présentation. Et simplement, comme aussi l'a mentionné Gilles, lorsque nous, par exemple, voulons faire l'acquisition d'un projet, il y a clairement un intérêt plus important de la part des investisseurs et des banques qui eux-mêmes doivent faire en fait du reporting et ils sont amenés en fait à nous proposer des produits plus avantageux comme des prêts divers. Donc pas divers, mais green. Pendant la phase de développement, donc design et construction, appliquer la taxonomie n'est pas particulièrement plus compliqué qu'appliquer du BREEAM ou du WELL, donc des certifications vertes. Ce que nous faisons déjà, et nous faisions déjà avant d'appliquer la taxonomie pour notamment les bâtiments de bureaux, avec néanmoins un point d'attention particulier qui est la PEB, où nous avons décidé, comme l'a aussi expliqué Gilles, de nous aligner en fait à la taxonomie par rapport à la contribution substantielle de climate mitigation, qui a comme objectif, on va dire, premier, de demander une PEB vraiment très performante, à savoir 10% inférieure que le niveau réglementaire local. Donc, je parlerai du niveau NZEB sans doute dans la suite de ma présentation. Et donc, par rapport à cet engagement de réduire vraiment la PEB de 10% par rapport au niveau réglementaire, on a constaté que c'était un argument rassurant en fait pour les potentiels acheteurs ou locataires, surtout en période instable comme celle, par exemple, que nous traversons actuellement. Enfin, la taxonomie pose un cadre commun au niveau de la durabilité, propre à chaque secteur, ce qui est vraiment très important. Ce qui est aussi une sorte de garantie de qualité pour les biens, mais aussi évidemment pour les usagers et pour l'environnement de manière plus générale. Alors, pourquoi est-ce qu'un projet ou un portefeuille aligné à la taxonomie est intéressant? Bien, parce que de notre point de vue, il permet d'atténuer les risques, de protéger la valeur des biens
et évidemment d'avoir d'autres nombreux aspects positifs sur l'environnement. Pour illustrer ceci, je peux vous proposer quelques chiffres. Donc, après plusieurs années d'application de la taxonomie dans le projet, on peut extraire des mesures vraiment tangibles, comme par exemple le fait qu'aujourd'hui, 99% de notre chiffre d'affaires est aligné donc sur la taxonomie européenne, ce qui représente environ 270 millions d'euros. Et grâce à cette décision d'alignement, nos actifs passent les filtres des due diligence institutionnels. La taxonomie est devenue un langage vraiment commun avec les banques et fluidifie pas mal les échanges en fait. En termes d'énergie, on a pu mesurer qu'en 2025, appliquer la taxonomie représentait environ une économie d'énergie de 28% par rapport à des projets qui sont, entre guillemets, juste conformes aux normes. Aujourd'hui, ce type d'initiative permet de réduire la vulnérabilité de nos projets face à la volatilité des prix de l'énergie, en plus de limiter évidemment nos impacts environnementaux. Et alors, ce qui est intéressant et important aussi de mentionner, c'est que derrière les chiffres que je vous montre, il y a vraiment un process de développement qui est maîtrisé et une collecte de données qui est maintenant vraiment devenue robuste. Ce qui est in fine primordial pour nous et pour notre devoir de reporting CSRD, même s'il est un petit peu mis en suspens actuellement avec le stop de clock. Mais ça n'empêche que vis-à-vis des auditeurs qui étudient et contrôlent nos activités, avoir un processus de collecte de data est vraiment primordial. Toujours concernant l'atténuation des risques, on constate que sans alignement de la taxonomie, donc le dialogue bancaire se complique et sans performance énergétique, les occupants en fait ne s'intéressent presque pas ou plus ou bien, ou alors ils négocient vraiment de manière très offensive, on va dire. On remarque donc qu'un actif, par exemple bureau sans BREEAM ou sans autre label, donc même pas aligné à la taxonomie, n'est même pas regardé en fait. Donc aujourd'hui, ces labels ne sont plus que des critères environnementaux, ce sont vraiment devenus des critères d'éligibilité dans un marché qui est devenu extrêmement compétitif et sélectif. Alors le deuxième point que j'ai mentionné, c'est la protection de la valeur des biens. Alors un exemple très concret, est mesuré en fait grâce à la réduction des -10% par rapport au niveau NZEP de notre portefeuille. C'est que si on regarde vers le futur, nos projets réalisés donc toujours en 2025 représenteraient une économie énergétique par an de 5,9 millions d'euros par rapport, encore une fois, à un bâtiment standard juste conforme au PEB. Et si on va plus loin, on prend toujours donc des bâtiments alignés à la taxonomie avec le critère -10%. On le compare avec un bâtiment d'un parc immobilier vieillissant qui n'est même pas encore aux normes PEB. Les chiffres qu'on a calculés ici en interne nous montrent qu'on peut arriver jusqu'à des économies, jusqu'à 28 millions d'euros par an, en fait, d'économies d'énergie. Et ceci sans tenir compte, évidemment, de l'augmentation du prix de l'énergie et de la variation du climat. Donc, tout ça, c'est vraiment réel, c'est mesurable et c'est un argument locatif direct que nous utilisons, comme l'a dit aussi Gilles, en commercialisation. C'est aussi un argument qui assure une certaine stabilité locative et une protection sur les revenus futurs pour certains investisseurs. Alors, on a parlé de la contribution substantielle. Ici, je vous partage quelques chiffres qui ont aussi été mesurés par rapport aux contributions ce que j'appelle secondaires, mais qui ne portent pas préjudice à l'environnement. Donc, en quelques chiffres, en 2025, grâce à l'alignement de la taxonomie, on estime avoir économisé l'équivalent de 141 piscines olympiques en eau, d'avoir amélioré la situation en termes de biodiversité sur environ 24 terrains de football et d'avoir dépollué l'équivalent de 23 690 places de parking. Alors, d'un point de vue vraiment application concrète,
je vous propose de zoomer un petit peu et de rentrer dans le détail pour simplement voir par où commencer. Et je crois que Gilles nous a aussi montré déjà une bonne manière d'aborder le sujet. Donc, je vous ai remis ici quelques liens utiles par rapport, qui reprennent donc les liens vers les sites officiels de la taxonomie européenne, le Compass et évidemment la guidance du BGBC. D'ailleurs, heureusement qu'il y a des outils comme la guidance du BGBC parce que ça rend vraiment la matière plus abordable et plus compréhensible. Alors, afin de vous y retrouver en fait dans toute cette documentation, moi je conseillerais en fait de partir de votre code NAS, qui est en fait le code NAS de votre activité, qui est un identifiant unique qui définit précisément ce que fait l'entreprise. Et donc, ça vous permettra de vous dire, de vous informer sur la catégorie dans laquelle vous vous trouvez. Pour Athénor, par exemple, les classes d'application sont la rénovation, la nouvelle construction et l'acquisition et propriété de biens, de bâtiments, pardon. Une fois que vous avez ça, et donc voilà, il faut que je passe les petites animations. Vous pouvez, comme l'a dit aussi Gilles, déterminer la classe avec laquelle vous allez décider de vous aligner au niveau de la contribution vraiment substantielle. Alors chez nous, nous avons décidé de nous aligner par rapport au climate mitigation, où l'importance est vraiment mise sur la réduction de la PEB, mais donc il en existe plusieurs. Une fois que vous avez choisi donc celle avec laquelle vous avez décidé de vous aligner, vous devez effectivement checker aussi toutes les contributions do no significant harm, donc qui sont un petit peu secondaires pour vous assurer qu'effectivement votre projet ou votre activité ne porte pas préjudice aux autres topics, en fait, aux autres sujets. Et alors, un sujet aussi qui est important, c'est qu'il ne faut pas oublier que la taxonomie intègre en fait les aspects plutôt liés à la bonne gouvernance, qui sont les minimum safeguards, où concrètement il est demandé à l'entreprise de respecter des guidelines en termes de droits humains. Et ces guidelines sont déterminés, je pense, par l'OCDE. Et alors en fait, last but not least, tout ceci, on le fait pourquoi? Eh bien pour améliorer le bâtiment ou le projet, mais aussi pour faire un rapport. Et pour établir ce rapport, il est important de s'entourer d'un assesseur, d'un bureau d'assesseurs, qui pourra effectuer du coup ce rapport de vérification. Alors, chez Athénor, ce qu'on a fait concrètement pour essayer de s'y retrouver tout simplement dans tous ces critères, c'est qu'on les a étudiés et puis on les a replacés sur la ligne de chaîne de valeur de notre modèle business tout simplement. Et donc on s'est dit, OK, à quel moment, qui est impliqué et qui devra faire quoi? Donc on a vraiment dissocié par phase et par, on va dire, responsable, qui devait faire quoi pour la phase d'acquisition, de conception de permis, de tendering, donc d'élaboration des cahiers de charges et d'adjudication, au moment de l'exécution et enfin au niveau de l'exit. Alors pour illustrer ça, en fait, je vous propose un petit cas concret qui est notre projet MoveUp situé à Bruxelles. C'est un projet qui prévoit des logements abordables, subsidiés, des espaces de co-living, des espaces destinés aux habitants du quartier. Il y a également un joli parc intérieur où il y a eu un gros travail sur la gestion intégrée des eaux de pluie. Et dans le cas de la taxonomie, on regardera surtout, mais voilà, le cadre dans lequel on s'inscrit. Donc ici, on est dans le cadre d'une nouvelle construction. On vise pas la certification, mais l'alignement à la taxonomie, toujours comme je vous le disais sur vraiment le critère majeur qui est la réduction de la PEB. Et on se rend compte, après avoir fait quelques simulations, en fait, après avoir designé finalement le projet, que pour les différentes parties, donc bureau, co-living, résidentiel, on arrive vraiment à des réductions qui sont vraiment intéressantes. Et alors, oups, j'étais un petit peu vite, mais d'un point de vue énergétique, comment on arrive justement à des performances aussi hautes, à des réductions aussi hautes? C'est essentiellement parce qu'on a équipé le bâtiment. On a prévu d'équiper le bâtiment avec de la géothermie et qu'il n'y aura aucun combustible fossile. Alors pour ce projet, donc on en est en phase permis.
nous avons reçu le permis, ce qui veut dire que nous avons déjà dû prévoir tout un tas de mesures afin de garantir l'alignement final. Alors, je vous propose de parcourir rapidement ces mesures afin de vous donner une idée concrète du travail que ça représente. Alors, la slide, ça sera un peu dense, mais au final, vous verrez, je crois que c'est pas si compliqué. Donc, je repars de l'alignement avec la contribution principale. Donc, on diminue la PEB de 10%. Le bureau d'assesseurs avec qui on a travaillé a eu accès donc, à la PEB, a pu du coup attester que nous étions bien alignés avec ce critère-là. Alors, pour la partie air tightness, donc en français, j'ai perdu mon mot, mais ça reviendra. Étanchéité à l'air. Voilà, merci, étanchéité à l'air. En fait, ce qui est important de mentionner, on le verra un peu plus dans les différents critères là, qui vont s'afficher, c'est qu'il y a pas mal de synergies avec d'autres labels. Et donc, on voit ici que, par exemple, en visant la certification BREEAM, et plus particulièrement le crédit MAN 04, le bureau d'assesseurs peut dire, OK, vous voulez viser le MAN 04, ça veut dire que vous serez aligné pour ce critère-là. Donc, pareil pour la thermographie. Alors, pour l'ACV, donc l'analyse de cycle de vie qui est demandée, ici, il y a un petit point d'attention parce que simplement, on vise aussi, donc on a déjà réalisé un LCA dans le cadre du BREEAM, mais les hypothèses entre le LCA, donc l'ACV BREEAM et l'ACV de la taxonomie ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc ça, c'est un peu un point bloquant. Et on espère que la future version, la nouvelle version de la taxonomie veillera à harmoniser ce type de différence. Donc ça veut dire concrètement qu'on devra en fait refaire un nouveau LCA avec les hypothèses du cadre de la taxonomie. Alors ensuite, on a dû réaliser donc une analyse de risque climatique qui est encore peut-être en fait une preuve prise du BREEAM, où c'est aussi demandé. Et alors, point d'attention, pourquoi c'est en jaune? Simplement parce qu'il y a un certain nombre de recommandations qui sont établies dans le rapport BREEAM. Il reste maintenant à les mettre en place, à les mettre en œuvre. Pour ce qui est des spécificités sur l'eau, alors c'est aussi prévu via le BREEAM, il reste aussi à les mettre en œuvre et à les indiquer dans les cahiers de charges. Pour ce qui est de la gestion des déchets en phase de construction et de démolition, c'est aussi prévu par le BREEAM, donc on peut aussi se reposer sur cette preuve. Concernant le circular design, idem, le crédit qu'on vise, le MAT 06, prévoit en fait les mêmes, on va dire, critères, et donc on peut se reposer sur cette preuve également. Concernant les substances toxiques, c'est un peu plus spécifique, c'est que à ce stade-là, nous n'avions pas encore de cahier de charge qui était établi, donc l'assesseur ne peut pas effectivement attester qu'on prévoit d'intégrer des matériaux labellisés CE. Je vous rassure, ce sera le cas, mais au stade de l'assessment, on va dire, il ne pouvait pas encore l'attester. Donc ça reste un petit point d'attention voilà, qu'il faudra intégrer plus tard. Au niveau des COV, donc le projet prévoit aussi la certification WELL, et dans la certification WELL, la qualité de l'air intérieur sera testée. Donc on peut aussi se reposer sur le fait que les seuils en fait dans le WELL sont plus contraignants que les seuils imposés par la taxonomie. Donc si on est bon pour le WELL, on sera d'emblée bon pour la taxonomie. Alors, concernant l'aspect brownfield, donc une étude d'impact environnemental a été réalisée, donc ça peut servir de preuve. Une dépollution du sol a aussi été réalisée, donc ça sert de preuve. Le rapport peut servir de preuve. Et enfin, alors le prochain n'était visiblement pas d'application, je ne me souviens plus exactement de quoi il s'agissait, mais il n'était pas d'application. Concernant la localisation, on peut se dire que on observe en fait ici que le site n'est pas est hors zone sensible d'un point de vue de la biodiversité, donc c'est bon, on est aligné. Petit point d'attention, c'est que si on avait été dans une zone sensible, il aurait fallu faire intervenir un écologue. Pour la taxonomie,
ici, ce n'est pas d'application parce qu'on est hors zone sensible, mais si, dans le cadre du BREEAM, là, par contre, c'est vraiment nécessaire de faire intervenir un écologue. Donc attention, il y a effectivement des allers-retours à faire entre les différentes certifications ou labels que vous visez. Et enfin, le minimum social safeguards, donc nous avons créé un code de conduite que nous joignons à tous nos contrats et il est en jaune encore, petit point d'attention, simplement parce que en phase permis, nous n'avons pas encore signé les contrats avec tous les intervenants. Donc voilà, c'est juste un reminder pour dire attention, n'oubliez pas que ça doit être joint. Je vais terminer avec en fait notre retour d'expérience et peut-être quelques recommandations. Je pense que vraiment pour s'imprégner du sujet, il n'y a pas de miracle, il faut vraiment plonger dans les textes, lire et relire, utiliser la guidance du BGBC et alors aussi ne pas hésiter à aller voir la section Q&A du site officiel parce qu'il y a quand même des petites solutions qui sont apportées là-bas. Il faut intégrer en fait les principes et sensibiliser, vraiment embarquer l'équipe de conception le plus tôt possible dans le processus. Atteindre un niveau de moins 10% sous le seuil PEB, ça peut être un challenge. Donc, si ce n'est pas une donnée clairement définie et étudiée tôt dans le processus de conception, ça peut être très compliqué de corriger, très compliqué et très coûteux en fait de corriger le tir. Donc, je vous recommande vraiment de prévoir des allers-retours entre les équipes de conception, architectes, les ingénieurs et la PEB. Comme on l'a vu avec l'illustration du projet MoveUp, certaines certifications, certaines preuves, peuvent être mutualisées, donc c'est assez intéressant. Attention, effectivement, donc là je prends l'exemple du LCA, mais donc il y a on peut prendre certaines preuves, mais il y a quand même des nuances à apporter et on espère vraiment que le PBD et que la future taxonomie uniformiseront en fait les hypothèses et les frameworks. Attention aussi aux matériaux que vous prévoyez dans vos constructions, dans vos bâtiments, particulièrement ceux qui sont en contact avec l'air intérieur, parce qu'ils émettent donc des COV et autres substances qu'on n'a pas envie de respirer. Et si les seuils ne sont pas clairement indiqués dans les cahiers de charges au tout début, encore une fois, corriger la situation peut être très très compliqué et peut donc compromettre l'alignement final. Je le dirais aussi, c'est que l'importance de la collecte de la data et d'avoir un process bien géré est aussi vraiment, je dirais, crucial pour le devoir de reporting. Gilles l'a mentionné, c'est un sujet en évolution, donc n'hésitez pas à vous tenir informé vraiment des changements. Et puis finalement, n'hésitez pas à vous lancer parce que c'est moins compliqué que ce que ça ne paraît et ça nous ouvre surtout des portes vers de nombreuses nouvelles connaissances et de nouvelles rencontres très enrichissantes, je dirais. Voilà, j'ai un petit peu dépassé le temps qui m'était imparti, mais merci pour votre attention et si vous avez des questions, je pense que Gilles et moi sommes à votre disposition. Oui, merci beaucoup Gilles et Alice pour vos présentations qui étaient particulièrement intéressantes. Il nous reste quelques minutes, donc voilà, je vous propose de peut-être lever la main et réactiver votre micro si vous avez des questions. Et on le sait, la première est toujours la plus difficile, mais n'hésitez pas à vous lancer. Alors, je vois que Gaëlle Dupas a une question. Je vous invite à activer votre micro et à prendre la parole et votre caméra. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me Oui. voyez? Oui, voilà. Je vois ici donc bien votre démarche d'acquisition des différents, enfin, d'alignement avec les différents critères. Je me posais une question, bon, qui est peut-être encore une étape un peu plus éloignée, mais au niveau de la régénération, est-ce que vous commencez au niveau probablement à Tenor et même aussi du Belgium Green Building Council, d'avoir des réflexions pour avoir un peu cet effet coupole final de régénération? Bon, ici, l'application est déjà très compliquée, j'en suis bien conscient, étant du secteur aussi. Mais voilà, c'était pour avoir un peu votre échange et vos informations là-dessus en amont. Je pense que je peux peut-être apporter quelques éléments. Alors, la régénération, on en tient compte évidemment et on en tient compte particulièrement en fait dans l'aspect analyse de cycle de vie. Alors aujourd'hui, dans la taxonomie, il n'y a pas encore de cible à atteindre, mais mon petit doigt me dit que ça va venir et si c'est pas via la taxonomie, ce sera via le PBD. Donc en fait, oui, la régénération, il faut qu'elle entre en jeu.
Il faut qu'on en ait tous conscience parce qu'on va avoir bientôt, je ne sais pas quand, mais des seuils à atteindre et ça passera par ce type de réflexion, tout comme la circularité, le réemploi de matériaux, etc. Merci. Je vais peut-être juste compléter en disant que dans l'exercice qu'on a fait, évidemment, on a vu les limites de la taxonomie. Donc, tous les sujets ne sont pas abordés. Donc, ça peut être parfois frustrant de voir certaines choses qu'on aimerait ajouter ou aller plus loin. Mais notre ligne de conduite, ça a été de ne pas faire ce qu'on appelle de gold plating, donc c'est-à-dire de ne pas rajouter une couche au texte existant, étant donné que la taxonomie doit être d'application pour l'ensemble des pays européens, et donc ça nous permet de regarder tous dans une même direction, et donc tant mieux si vous allez plus loin, mais disons qu'on ne plaide pas pour la rendre encore plus contraignante, sachant qu'il y a déjà une contrainte suffisamment importante dans ce qui est proposé là, et donc que c'est une bonne base, en fait, au-delà de la réglementation. C'est une bonne manière de voir une étape plus loin, en n'étant pas à côté de la plaque, en gros. Merci beaucoup. Je vois que Laurie Dufournier a également une question. Ah, vous êtes pouvez en activer mute. votre micro. Voilà, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Oui, merci de toutes ces informations très concrètes. Donc le PBD qui a été revu en 2024 impose aux États membres de fixer aussi des limites sur le Global Wind Potential. Est-ce que vous avez déjà des indications pardon, que cela va aussi rentrer dans le cadre de critères de la taxonomie? Est-ce qu'il y a déjà des travaux en cours? Comment est-ce que vous voyez ces évolutions? Merci bien. Alors, il y a eu, il y a toujours, donc il y a une nouvelle version de la taxonomie, enfin une adaptation, et donc c'est pas toute la taxonomie qui va être changée, mais je veux dire qu'il y a une proposition qu'on a reçue il y a 2-3 semaines de l'Europe pour des modifications de la taxonomie. Donc nous, on y a répondu ensemble avec les autres Green Building Council. Il n'est pas question de seuil. En tout cas dans le brouillon qui a été proposé. Mais ça reste un brouillon, le texte officiel doit encore évoluer. D'ici fin de l'année, normalement, on s'attend à avoir une nouvelle version. On ne parle pas de seuil à ce niveau-là, donc pas au niveau de la taxonomie. Il y a eu une invitation du Green Building Council à pousser l'ambition et à fixer des seuils, mais en référence à une législation locale, évidemment, parce que c'est complexe de mettre un seuil au niveau européen. Il faut que ça puisse fonctionner pour chaque État membre. Et au niveau belge, on est aussi en discussion avec les administrations donc, qui travaillent sur Totem et qui vont devoir faire une feuille de route. Je pense que les seuils sur les analyses de cycle de vie se feront plutôt au niveau régional, donc via Totem, et les feuilles de route sont des feuilles de route nationales, mais qui seront régionales vraisemblablement chez nous, même si on plaide pour beaucoup d'harmonie entre nos 3 régions au Green Building Council, mais on voit que ça part dans cette direction-là. Donc voilà, je pense que c'est plutôt un point à suivre au niveau des administrations régionales, et les feuilles de route n'ont pas encore été définies par rapport au carbone embarqué, donc par rapport aux analyses de cycle de vie. Mais c'est pour plus tard. Merci des informations. Alors, on a un petit peu dépassé le temps, mais je propose qu'on prenne une dernière question. Judith Verhoeven, je vous en prie, vous pouvez ramener votre micro. Ah, on ne vous entend pas. Voilà, rebonjour. J'espère que vous m'entendez. 2 petites questions pour Alice. Tu mettais au début de la présentation, si je ne me trompe pas, que vous avez jusqu'à 99% de vos assets qui sont alignés. Et je me demandais ici, quand tu présentes notamment l'alignement, par exemple pour Move, parce que du coup, tu considères qu'il est aligné, sachant qu'il y a encore tous des petits points sous condition, ou est-ce que tu le mets dans une autre catégorie pas encore aligné? Ça, c'était une première question. Et une deuxième question, voilà, tu as effectivement partagé aussi le process de l'analyse par rapport aux différentes étapes du bâtiment. Et je me demandais, dans ce process de façon plus générale, si vous comptiez aussi intégrer justement l'outil taxonomie du BGBC
en interne ou via vos partenaires externes pour faciliter justement cette procédure ou canaliser cette procédure? Merci. Merci pour tes questions. Alors pour la première, en fait, c'est pas, moi qui considère si, le projet est aligné ou pas. En fait, c'est l'assesseur. Donc dans ce cas, dans le cas de MoveUp, par exemple, même s'il y avait des points donc en jaune dans le tableau que j'ai montré, eux considèrent que oui, à ce stade-ci, donc en phase permis, il est fort probable qu'il soit aligné. Donc sa conclusion, enfin la conclusion de l'assesseur, c'est que oui, nous respectons, autant T, les critères, de la taxonomie. Donc c'est vraiment important de dissocier, la phase, enfin pas de dissocier, mais de remettre le projet dans sa phase. Parce que comme l'a dit aussi Gilles, c'est compliqué de montrer, enfin de donner en fait une preuve qui n'existe pas encore. Et alors pour, la deuxième question, en fait, je pense que l'outil, du BGBC, est je crois déjà, bien implémenté en interne, et finalement suit la même logique. Donc, on ira certainement utiliser, l'outil du BGBC, pour, vérifier l'une ou l'autre, enfin voilà l'évolution par exemple des textes. Mais je crois qu'en interne, on a déjà un process qui est bien rodé et qui en fait, colle, je pense, à peut-être 99 aussi au process, du BGBC. Enfin, je ne sais pas si Gilles, toi qui connais bien nos process aussi, tu veux ajouter quelque chose à ce niveau-là? Et c'est justement pour répondre à ta question, Judith, qu'on a fait la distinction entre les preuves de ce qu'on appelle de validation, donc c'est-à-dire au moment de la conception, donc pour justement pouvoir rassurer un développeur sur et un assesseur sur le fait que le projet est en voie d'être aligné, mais grâce à certaines preuves. Et donc, on a fait vérifier par un auditeur en disant, bah, tiens, si j'ai ça dans un contrat, est-ce que vous validez que voilà, que le projet, enfin, que c'est une preuve suffisante. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on a voulu faire une distinction très claire entre les preuves de validation au moment de la conception et les preuves de vérification une fois la réception terminée. Et là, même les banques ont accepté que, que ça puisse être au moment de la réception définitive, en fait, et de pouvoir garder les éléments probants de validation jusqu'au moment de la réception définitive, ce qui laisse un peu de temps aussi pour avoir tous les documents à disposition. Merci Et peut-être beaucoup. j'ajouterais juste une chose, mais c'est pour rebondir encore sur la dernière question, c'est que ce process, il est aussi validé par les auditeurs. Donc, j'insiste vraiment sur le fait, pour éviter qu'il y ait du greenwashing, que c'est pas nous en interne qui déterminons que oui ou non un projet est aligné. Tout ça est vraiment, vraiment contrôlé. Donc voilà, c'est important voilà, d'en être conscient. Voilà. Pour compléter encore, c'est une demande qu'on a fait aussi à la Commission, c'est de clarifier les règles d'assurance, enfin de revue d'audit et de validation, parce qu'ils ne l'ont pas défini officiellement, et donc c'est chaque Green Building Council qui pour l'instant le fait dans sa guidance. Mais disons que ce serait l'idéal, évidemment, d'avoir des règles de vérification qui soient clarifiées par l'Europe. Et donc ça, c'est une demande sur laquelle on insiste déjà depuis un an, et on espère que ça va venir ici avec la nouvelle version fin d'année. Mais en attendant, voilà, notre guidance est utilisée comme référence par les assesseurs. Merci beaucoup pour ces échanges et ces réponses. Je vois que le temps file et on aimerait évidemment en disposer de plus. Mais ce que je vous invite peut-être à faire, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les renvoyer vers Cap Construction et on se chargera de les faire suivre soit à Alice, soit à Gilles pour vous offrir une réponse. Le cluster est là aussi pour favoriser ces échanges dans l'après des webinaires. Je vous remercie tous
tous pour votre participation et plus particulièrement à Gilles et à Alice qui, je pense, ont tous les deux amené des présentations très claires et concrètes du pratico-pratique. Donc, ce webinaire sera disponible en replay, donc n'hésitez pas à le regarder à nouveau. Et alors, pour tous les participants, je vous transmettrai également les présentations si vous permettez